Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec une nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Logement, des Services et des Agglomérations urbaines Asim Al-Ghazar pour examiner les projets nationaux du ministère du Logement, notamment en ce qui concerne les nouvelles villes, les secteurs routiers, les services publics, le logement, les services et le développement des bidonvilles. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre du Logement, des Services et des Agglomérations urbaines Dr Asim Al-Ghazar pour discuter des projets nationaux du ministère du Logement, notamment en ce qui concerne les nouvelles villes, les secteurs routiers, les services publics, le logement, les services et le développement des bidonvilles. Le chef de l'État a dirigé d'ancrer les nouveaux processus et les mécanismes appliqués aux projets nationaux au cours des dernières années, hors du cadre bureaucratique traditionnel pour la planification et la mise en œuvre, aboutissant à un achèvement rapide sur le terrain et aux résultats de développement ouvrant la voie à un meilleur avenir. En ce qui concerne le développement et la construction de nouvelles villes, le ministre du Logement a présenté la situation exécutive des installations et des services dans les nouvelles villes d'Assiout, Aswan et Mansoura, en plus des travaux de développement en cours à Assiout. La réunion a également abordé les travaux de construction de la nouvelle capitale administrative, y compris les quartiers résidentiels, le quartier gouvernemental, les finances et les affaires, la région centrale, le fleuve vert, ainsi que les programmes de logement des travailleurs à la ville de Badr. Le ministre a présenté l'avancement des travaux à la nouvelle ville d'El Alamein, tels que les tours, les quartiers résidentiels, la ville patrimoniale, le quartier latin, la zone de loisirs, les complexes résidentiels et l'université internationale d'El Alamein pour les sciences et la technologie. Le président a été informé des projets en cours pour développer les divers quartiers et régions du Caire, y compris le développement du quartier du 6 octobre, le développement de l'île d'Al-Warraq et le développement global du Caire historique, visant à restaurer l'aspect culturel de la région et à en faire une destination touristique sophistiquée, caractérisée par un trait architecturel ancien et des services intégrés, en particulier dans la région du lac de Ain al-Sira et à proximité du Musée national de la civilisation égyptienne, ainsi qu'Al-Fustat, outre le processus de développement en cours de Magra al-Ayoun et le triangle de Maspero, en plus de la mise en place du projet Mamcha Ahl Masr. Dr Asim Al-Ghazar a également présenté les efforts déployés par le ministère du Logement dans le secteur des stations de traitement de l'eau et de dessalement à l'échelle nationale, ainsi que les projets en cours pour fournir des unités de logement au lieu du bidonville. La réunion a également porté sur le bilan des projets du ministère du Logement pour le développement de la Haute-Égypte, en plus de la part du ministère concernant les différents services dans le cadre du projet national de développement des villages ruraux égyptiens, notamment les secteurs des routes, des axes d'eau potable et de l'assainissement. Passons à une nouvelle économique où la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, a tenu hier une réunion virtuelle avec des responsables de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, des membres du groupe de la Banque mondiale, et ceci dans le cadre des discussions avec des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux pour renforcer l'engagement du secteur privé dans les projets de développement. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, a tenu dimanche une réunion virtuelle avec des responsables de l'Agence multilatérale de garantie des investissements, MIGA, des membres du groupe de la Banque mondiale, dans le cadre de discussions avec des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux pour renforcer l'engagement du secteur privé dans les projets de développement. Les discussions étant centrées sur les domaines de coopération proposés, la MIGA est un partenaire clé des efforts de développement de l'Égypte visant à parvenir à une reprise économique et à une croissance durable. La réunion a été suivie par un certain nombre de hauts fonctionnaires, dont le directeur exécutif du groupe de la Banque mondiale GBM, tel que le directeur exécutif suppléant pour l'Égypte et les pays arabes, le vice-président et chef de l'exploitation de la MIGA et le directeur des opérations à la MJA.
Madame El Machot a déclaré que la fourniture de garanties d'investissement aux entreprises du secteur privé dans des secteurs tels que les communications, l'électricité, les énergies renouvelables et les transports contribuera à élargir la portée de la participation des entreprises du secteur privé aux efforts de développement national. La ministre a ajouté que le gouvernement égyptien s'est engagé à se transformer vers une économie verte. La stratégie intégrée d'énergie durable 2035 est un exemple concret de la façon dont le gouvernement est catégorique pour s'approvisionner en nouvelles sources d'énergie. La stratégie a augmenté le surplus d'électricité et a exploré l'utilisation de l'hydrogène pour produire de l'électricité. Madame El Machot a également présenté les efforts déployés par le ministère pour accueillir des réunions de la plateforme multipartite à travers lesquelles ils réunissent des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux et des entités gouvernementales compétentes pour catalyser l'engagement du secteur privé dans le cadre du développement durable. Les responsables de la MIGA ont pour leur part affirmé leur engagement à soutenir les secteurs vitaux du développement en Égypte, notamment l'énergie et les transports, et à s'appuyer sur des partenaires fructueux. La MIGA ayant exprimé son intérêt pour l'exploration des 3 secteurs susmentionnés, les transports, l'électricité et les partenaires publics-privés, couvrant un afflux d'investissement d'une valeur de 500 millions de dollars dans de nombreux secteurs au cours des dernières années en Égypte. Notre principal débat pour ce soir est concentré sur les différends entre les 3 pays riverains du Nil, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte concernant la construction ou bien le remplissage du barrage de la Renaissance, le barrage qui est construit par l'Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a eu un appel téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, des derniers développements du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Le chef de la diplomatie a fait un tour d'horizon des points inclus dans la proposition du Soudan qui ont été approuvés par l'Égypte et qui visent à développer le mécanisme de négociation. Un reportage signé Salih Ahmed et Yara Choucha, puis une interview pour analyser la situation actuellement concernant les différends entre les 3 pays sur le remplissage du barrage de la Renaissance. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a eu un appel téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, où il a passé en revue les derniers développements dans le dossier du barrage de la Renaissance, soulignant les constantes de la position égyptienne, appelant à la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et du fonctionnement du barrage. Le chef de la diplomatie a également souligné le danger si l'Éthiopie risquait de continuer à prendre des mesures unilatérales en vue du 2e remplissage sans parvenir à un accord et son impact sur la stabilité et la sécurité de la région, ainsi que l'importance du rôle de l'ONU et de ses institutions dans la contribution vers la reprise des négociations et d'arriver à un accord souhaité. Le ministre des Affaires étrangères a également adressé des lettres au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au président du Conseil de sécurité et au président de l'Assemblée générale, demandant qu'elles soient diffusées en tant que document officiel dans lequel il expliquait toutes les dimensions du dossier du barrage de la Renaissance, les différentes étapes de négociation et les derniers développements. Et pour discuter du barrage de la Renaissance et les différends entre les 3 pays riverains du Nil, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Joseph Kitete. Vous êtes du Congo, vous êtes journaliste spécialiste pour les affaires africaines. Bonjour.
Salut, et je transmets aussi mes vœux pour nos auditeurs qui font le ramadan. Nous sommes un mois de ramadan, c'est le mois saint de ramadan. Exactement. Voilà, nous le souhaitons de passer le meilleur mois de ramadan. Et à tous les spectateurs, nous les souhaitons bonne écoute de nos émissions et bon suivi de nos émissions aussi. Très bien. Là, avant de commencer de parler du barrage de la Renaissance, son importance, etc., j'aimerais bien jeter un coup d'œil sur l'importance du Nil pour les pays riverains, soit Égypte, Soudan, Éthiopie, soit le Congo, soit tous les pays riverains. Je vous remercie infiniment parce que moi, je suis un panafricaniste. J'ai fait partie de la radio égyptienne pendant 50 ans. Nous avons contribué beaucoup et nous avons beaucoup observé. Je ne sais pas si votre émission, vous avez assez de temps. Je vais vous parler, justement, vous venez de me poser une question très pertinente. On dit l'Égypte est le don du Nil. Le fleuve Nil est la troisième ou la deuxième du monde, avec 6000 km. Il est le seul qui possède beaucoup, qui traverse beaucoup de pays, qui sont les pays du bassin du Nil et les pays riverains du Nil. Nil n'est pas simplement Nil blanc, Nil bleu de l'Éthiopie. Il y a deux. Nil blanc qui vient du Congo et Nil bleu qui vient de l'Éthiopie. Les pays, nous pouvons parler maintenant, pour aller un peu plus vite, pendant toute la durée, pendant les anciennes, pendant les temps coloniaux, les problèmes du Nil se réglaient sans toutefois avoir des problèmes, parce qu'ils prenaient des décisions concrètes et justes à ce qui concernait les situations pendant le temps colonial. Après la libération, moi j'ai combattu pour l'indépendance de la RDC. La raison aussi que je suis arrivé en Égypte, soutenu par l'Égypte et le président Nasser. J'ai fait mes études en Égypte et j'ai fait journaliste depuis 1965 dans cet immeuble. Je suis parmi les pionniers qui ont lancé le lancement de Nil TV. Et je suis là fier d'être là aujourd'hui, pas pour la première fois. Nous savons très bien que dans les temps, il y avait le président Nasser, le président Haile Selassie, Jomo Kenyatta, en bref, et la Tanzanie, Mwalimu Julius Nyerere. Ce sont des gens qui se donnaient la peine pour le maintien de la paix et la tranquillité dans les bassins du Nil, et des bonnes relations entre les pays du bassin du Nil et celles des riverains du Nil, qui sont le Soudan et l'Égypte. Alors, ils travaillaient pour la paix de ces pays. Chaque fois, j'observais l'empereur Haile Selassie, avant d'aller partout dans le monde, il passait consulter le président Nasser. Il passait pour le consulter. Donc, ce sont des gens qui ont contribué pour l'avenir du Nil, parce qu'ils savaient l'importance du Nil. Bien à sûr. ce moment, Bien sûr. Ces moments-là, il n'avait pas une urgence qui s'est décrétée, par exemple, comme l'échauffement climatique. Ça n'existait pas. Tout ça, ça n'existait pas pendant l'État. Donc, si nous réveillons dans l'air tombe, vous direz quoi? Vous allez nous parler de l'échauffement climatique. Nous n'avons pas connu l'échauffement climatique. C'est venu après leur départ. C'est très récemment, c'est vrai. Et nous avons des rivières, nous avons des lacs Tchad qui sont en train de sécher. Au Congo, des marécages, à la cuvette centrale, des marécages qui sont en train de sécher. Donc, le problème de l'eau deviendrait un problème crucial dans le monde entier dans les années à venir. Exactement. C'est pourquoi on avait organisé la première conférence sur les eaux, c'était à Tokyo, si je me souviens. Oui. Et nous, les pays africains, on est pays riverains du Nil, regroupement du pays riverain du Nil. Le regroupement et l'assemblement du pays riverain, du bassin du Nil et riverain du Nil, nous, on s'est constitué nous sommes là, on était là, nous faisons partie de ce groupe qui est dirigé par la Hollande. On nous a mis sous le patronat de Hollande. Je ne sais pas les raisons, mais c'est lui qui nous a, c'est lui qui patronne jusque-là. Donc, nous avions fait un effort, pendant que je fais journaliste, la radiodiffusion, nous avions créé Undugu au Soudan, pendant le règne du président soudanais qui était là. Voilà. Nous avons
créé Ouagadougou. Après des mois, Ouagadougou est devenu maintenant, a pénétré l'organisation de l'unité africaine. Donc, il regroupe, c'est un regroupement du pays du bassin, le regroupement pour l'assainissement et développement des relations entre les pays riverains et du bassin du fleuve Nil. Donc, ce sont des pays que je peux vous citer l'exemple. Il y a la Tanzanie, vous avez le République démocratique du Congo, Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, l'Ouganda, Rwanda, nous avons l'Éthiopie, l'Égypte. Tous ces pays-là font partie de cet regroupement, afin qu'ils puissent se concerter à tout moment et qu'on puisse résoudre les problèmes qui concernent l'eau, qui est primordiale pour la survie. Oui, bien sûr. De tous ces pays que j'ai précités. Voilà. Alors, nous demandons à ce que les nouveaux leaders politiques, parce que nous avons connu l'indépendance, la période précoloniale et l'indépendance. La plupart des jeunes qui sont aujourd'hui dans notre vie ici, ils ne connaissent pas le colonialisme. Le colonialisme dit la réalité, c'est ce qui se passe. C'est ce que je déplore. Mais moi, je demanderai toujours que votre Nil TV puisse nous faire appel à les hommes comme nous, les vieux, les sages, pour qu'on puisse venir toujours transmettre ce que nous avons à la génération qui vient, pour qu'ils ne se perdent pas. Voilà, les connaissances et les informations. Là, et les informations. Là, concernant notre fleuve Nil, qui est la Nil Majesté. Comme je viens de comprendre que le Nil est vital pour tous les pays riverains et les pays du bassin. Là, et historiquement, c'est-à-dire vous avez parlé quand même des années 60, etc. Mais si on parle il y a 3000 ou 4000 ans, alors l'Afrique, les pays africains riverains du Nil existaient. Il y avait des civilisations, etc. Et c'est la raison pour laquelle il y avait des civilisations dans tout ce terrain en Afrique. C'est une région qu'on l'a appelée Nil Majesté. Voilà, Nil Majesté. C'est cette fleuve qui est là où est née l'ancienne civilisation du monde entier. Bien sûr. L'ancienne civilisation pharaonique. Là, aujourd'hui, on parle d'aujourd'hui, il y a l'Éthiopie qui cherche à générer, ou faire la génération de l'énergie, de l'électricité, et qui a eu l'idée de faire le barrage de la Renaissance. Et il n'y avait pas. Pour quelle raison exactement? Dites-moi les avantages de ce barrage pour l'Éthiopie. Premièrement, vous voyez, moi-même, je me posais la question. J'attendais à ce que même il parle. Parce que le président Sisi, il présidait l'Afrique. Quand il est lui-même le président de l'Afrique, il ne peut pas trancher les problèmes africains. Parce qu'on dirait qu'il fait des partis pris. Maintenant, c'est le Congo. Tshisekedi, c'est la République démocratique du Congo qui est là maintenant à la présidence, qui assure la présidence de l'Union européenne. Il y a un mois de cela, l'Éthiopie et l'Égypte pour qu'ils puissent aller se concerter à Kinshasa, afin de trouver des solutions concernant la construction du barrage. Parce que unilatéralement, l'Éthiopie continue à construire le barrage à bafouant. Ils ne veulent même pas répondre, ils ne veulent pas attendre à ce que l'Égypte puisse avoir ces garanties. L'Égypte a besoin de quoi? Concernant l'Éthiopie, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit qu'il construit la construction des barrages de Renaissance a pour but de développer les problèmes sociaux, économiques de l'Éthiopie. Et énergétiques. Énergétiques aussi. Donc ça devient développement socio-économique, y compris l'énergie de son pays. Exactement. Nous, ce qu'il y a d'un côté, de l'autre, j'ai l'Égypte, qui sans Nil, il n'aura pas la vie. Tout à fait. Tout ce que nous sommes en train de vivre, les efforts ou les campagnes diplomatiques que le président est en train de mener, que ce soit les conférences de télévision, visioconférence qui s'est passée, il y a eu aussi, on a parlé de ces problèmes, c'est crucial. L'Égypte, dans son côté, il voit parce qu'un président de la République, il prête serment pourquoi? Pour défendre l'intérêt de son pays. Bien sûr, de son peuple. Il voit là un danger s'il n'a pas de garantie.
sur le remplissement et l'utilisation du barrage, ça sera un chaos pour l'Égypte. Et le chaos pour l'Égypte, d'où, si le Nil n'existera pas, d'où, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui, il y a 20 ans, on était 40 millions. Aujourd'hui, vous avez 80 millions. La population, ici au Caire, en Égypte. Alors, le président... On a dépassé les 100 millions. Ah, vraiment. Il est de son devoir de bien vouloir défendre ces problèmes pour qu'il puisse continuer à satisfaire la vie, à subvenir aux besoins de la survie de la population du bassin et riverain du fleuve Nil de l'Égypte. Expliquez-nous, c'est quoi le problème exactement pour le remplissage du barrage? Parce que l'Égypte ne s'oppose pas au remplissage, mais s'oppose à la durée. Alors expliquez-nous ça. Remplissage, où j'ai dit, et la gérance. Remplissage et la gérance, parce que le barrage, ils remplissent. Donc l'Égypte a besoin tout simplement de quoi. Ce n'est pas des... L'Égypte, les gens peuvent mal comprendre. L'Égypte n'a aucune intention d'agresser l'Éthiopie. L'Égypte a besoin de garanties. Quant au fonctionnement de ces barrages, quels sont les inconvénients, quels sont des avantages futurs que ça va promulguer ou que ça va donner sur la vie dans nous appelons, on appelle ici, pas les déserts, mais dans la vie agricole. Oui, c'est ça. Dans les pays comme l'Égypte, dans la vie d'Égypte qui est désertique même, dans vallée, on appelle ça le vallée. La population du Valais et du Valais du Nil, comment ils vivront dans les prochaines... Toute la population égyptienne... Donc l'Égypte a besoin de se préparer. Oui, toute la population vit dans la vallée du Nil. Vallée du Nil, oui, c'est toute la population, les 100 millions d'Égyptiens. L'Égypte a besoin de quoi? Moi, j'ai compris et j'encourage. L'Égypte a besoin de savoir quel sera son comptant. Parce que le comptant que nous utilisons est daté de l'ancien colonisateur. Et il n'y avait pas la population. Aujourd'hui, tout a changé. On dit à chaque génération son histoire. Votre génération, les gens qui viennent, qui ne veulent rien comprendre ni attendre, ils auront des problèmes. Pas comme moi je me donnais la peine d'essayer de voir, de comprendre ce qui se passe autour de nous. Mais la génération actuelle, là, c'est une génération perdue. D'abord, si je parle de l'Égypte, ils n'ont pas connu la guerre de 67, ils n'ont pas connu la guerre des berceaux de 73. C'est la même chose, ils ne comprendront pas aussi les problèmes de l'eau. Mais ça devient maintenant aux leaders de ces pays comme Sisi de combattre, de se donner la peine, afin qu'ils puissent quand même assurer la vie de la population sur la vallée du Nil. Parce que nous sommes tous Africains. Ils se trouvent au vallée du Nil. Et ce que je voulais signaler ici, que le fleuve Nil, personne n'a créé. C'est un don de Dieu. Il a créé ce fleuve pour que nous puissions nous regrouper. Les vallées du Nil, la population du vallée du Nil, qui est l'Égypte, et nous qui sommes au bassin du Nil, et riverains du Nil, comme le Soudan. Nous avons maintenant un petit frère sur le Soudan aussi. Il est riverain. Tu vois, ça devient maintenant compliqué. Nous avons le Sud-Soudan qui est aussi pays riverain. Parce que le Nil blanc provient de la lac Victoria, lac Albert. C'est au nord de la République démocratique du Congo. C'est là où provient la source du Nil blanc, qui passe par... Ça a passé justement au Soudan maintenant, pas au Soudan. Nous avons le Soudan du Sud-Soudan, cette république du Sud-Soudan qui s'est créée, notre république que l'Égypte continue toujours à porter son assistance, qui aura aussi besoin d'utiliser l'eau du Nil. Mais après toutes les discussions et les négociations entre les trois pays, alors il y a le gouvernement éthiopien qui fait une déclaration, c'était hier si je ne me trompe pas, que de toute façon on va remplir ou bien continuer à remplir le barrage en juillet et août prochain. Alors comment vous voyez la situation actuelle? Moi, ce que j'ai dit, je suis venu ici, moi je suis un panafricaniste, nous avons lutté pour la libération de l'Afrique, nous avons lutté pour mettre fin
à la discrimination raciale. Nous avons fait ça. Oui. Nous avons lutté pour mettre fin à ce qu'on appelle l'Afrique du Sud, l'apartheid, ensemble avec l'Égypte. C'est après les années 60 au 19e siècle. Et nous avons aussi. Donc, nous avons actuellement un grand problème, c'est de nous concerter en ce qui concerne l'usage et l'exploitation de ce que nous avons comme richesse naturelle, sol au sous-sol, de nos pays qui nous relient. Oui. C'est ça l'importance. L'Éthiopie ne peut pas faire cavalier seul. C'est une manque, tout simplement, peut-être de leadership, ou manque d'une, ce qu'on peut dire, des expériences dans la vie politique. Parce qu'il y a une chose. La civilisation ou l'histoire contemporaine nous a appris que la guerre ne résout jamais des problèmes. Bien sûr. Tout problème du monde, depuis la première guerre, ça s'est résolu à San Francisco, où se sont retrouvés les protagonistes. Voilà. Aujourd'hui, le problème qui touche les Nils doit être trouvé, donc des solutions doivent être trouvées dans le cadre pacifique entre les pays riverains et les pays du bassin du Nil. Ils doivent être, qui ne croisent pas les bras, qui doivent aller donner leur coup de main. Je parle de ce que je voulais tenir de là, c'est que l'Éthiopie, c'est comme s'il il ne doit pas négliger. Ils doivent tout simplement accepter, voilà l'Égypte. Moi, j'ai construit ces barrages. Vous pouvez m'envoyer des inspecteurs et vos ingénieurs pour venir avec moi, afin que ces barrages puissent servir les intérêts de nous tous. Oui. Et n'affecte pas la vie des autres. De l'autre, de la vallée du Nil. Et voilà ce que vous aurez comme votre proportion toute pendant la crue, parce que nous avons les fleuves, tous les fleuves, il y a des problèmes. Pendant la crue et la saison sèche. Oui. Pendant la saison sèche, nous aurons des problèmes, nous aurions donc les Nil. Alors vous devez vous préparer. Où vous allez construire des barrages, où vous allez les fermer, à combien. Et il y a des spécialistes qui peuvent calculer, pas la peine que moi je le fasse ici. Bien sûr. En fait d'assurer un avenir. C'est ce qu'il a besoin de garantir, l'avenir pour l'utilisation de l'eau du Nil aux vallées, au futur. C'est ça l'importance que l'Égypte en a besoin. Oui. Et la raison pour laquelle ça me choque, il est allé consulter l'ONU, le secrétaire général de l'ONU. C'est pour continuer la même campagne. Exactement. L'Égypte essaye de faire des contacts avec les organisations internationales comme les Nations Unies, etc., avec beaucoup de pays, avec des contacts, etc., par la voie diplomatique. Mais en même temps, comment la communauté internationale puisse faire une certaine pression sur l'Éthiopie pour accepter de ne pas remplir complètement le barrage cet été? Moi, j'ai dit ceci. Moi, peut-être nous aurons encore une autre suivante. Moi, je vais vous montrer, je viendrai avec la carte. Le Nil est composé de deux branches. Oui. Le Nil qui vient, il y a Nil bleu, Nil blanc. Et moi, je préférerais venir avec ici, s'il y aura, nous allons faire une carte pour que je puisse au moins donner mon point de vue. Parce que nous avons contribué pour la création des regroupements des pays du bassin et du bassin et riverain du fleuve Nil. C'était au Khartoum. On a créé ça. Il y a d'autres moyens qu'on puisse maintenant. Nous avons, quand le problème a débuté, la République démocratique du Congo avait accepté qu'on puisse rallier le fleuve Congo au fleuve bleu. Nil. Ouais. Au Nil. Oui. Ça ne peut pas se faire parce que le fleuve Congo est vers le centre, il est difficile. Oui, à mener, à couler. Oui. Or que nous avons Nil blanc, que vous voyez, est plus fort que le Nil. Il possède beaucoup d'avantages. Il a derrière lui beaucoup de lacs qui peuvent, demain, si nous on se donne la peine d'élargir les cours du Nil à partir du Sud-Soudan,
Parce que les cours du Nil à partir du Sud-Soudan, moi j'ai visité, parce que quand j'ai passé pour venir ici à 65, j'ai parti souvent visiter le Nil, passer un moment dans un prairie à côté du fleuve Nil. Ouais. Le fleuve Nil que nous voyons ici, chez nous, le Nil blanc qui vient du Congo, vers le Sud-Soudan, il est peut-être de 5 mètres de largeur, 5 mètres peut-être, et la profondeur, je ne pouvais pas, mais la largeur, pouvait la traverser. Si tu fais tomber une branche, parce que sinon, chaque fois pour traverser une rivière, on ne construit pas pour construire des ponts. Tu peux mettre une planche et traverser le Nil. Au Sud-Soudan, à Djouba. Et après ça, au 25 km de ce que je vous parle, vous avez un lac. Et les gens, et les pêcheurs sont en train de pêcher du poisson. J'étais devenu presque folle. Quand je suis allé, parce que je voyais d'abord en amont, en aval, je pense, en aval, que le Nil n'était qu'une rivière qui passe vite de 5 mètres de largeur. Comment, après avoir traversé 25 km, Oui. ça devient un lac où les gens pêchent du poisson. J'étais surpris. Tout ça, c'est les dons de Dieu. Ça, c'est la divinité. C'est Dieu lui-même qui a donné ça à l'homme. Parce qu'il ne veut pas. Alors, quand Dieu nous a créé tout cela, à nous maintenant de savoir gérer. Moi, je vois que nous devons maintenant se donner comment on peut. Le Nil blanc que je veux parler, si nous aurons la carte, est alimenté par lac Victoria, lac Albert, lac Victoria, lac Albert, lac Muero, lac Banguero, lac Kivu, lac Tanganyika. Et je n'ai pas cité lac Albert, et lac Édouard. Il y a à peu près 7 lacs qui sont avec lui. Parce qu'on dit que les lacs, ils sont ralliés par des petits ruisseaux. Donc, si on se donne beaucoup la peine d'aller vers la provenance du Nil, nous pourrions toujours allergir. Parce que quand vous avez 5 mètres, ce n'est pas 10. Quand vous aurez 10, c'est comme un barrage, non? Chaque fois que vous ouvrez, chaque fois l'eau peut couler plus. Bien sûr. Moi, je demande, je suis allé même une fois, j'ai visité 2 ou 3 fois les sièges là où se trouve le rassemblement, là où se trouve les sièges, c'est là où se trouve l'union des syndicats des ingénieurs en Aramsis, c'est là où se trouve les sièges du bassin, des relations du bassin Télénique. Moi, je les ai déjà parlé de ces idées-là. J'ai dit, il y a moyen qu'on se donne la peine d'aller vers les Nils blancs pour qu'on puisse au moins ajouter plus, élargir plus afin que les l'eau lacs puisse venir. Ouais. Mais ça, c'est trop. C'est-à-dire, c'est un grand projet dont vous parlez. C'est génial en plus dans l'avenir. Mais je parle aujourd'hui. On est bientôt, c'est le mois de mai. C'est-à-dire 2 mois avant le remplissage du barrage. Alors, comment on peut faire aujourd'hui pour résoudre le problème diplomatiquement, avec les négociations? La seule chose, nous avons un enfant qui est en train de naître. Nous avons un enfant qui va bientôt naître. Oui. Vous ne connaissez pas s'il sera, il sera masculin ou féminin. Quels seront donc, laissons, si, comme il a dit, il a besoin de cela, les inconvénients, peut-être, il ne veut pas nous écouter, il ne veut pas écouter le monde. Il fait oreille sourde, c'est certainement. Nous allons voir, nous attendons d'abord, regardons, quand il va terminer, qu'est-ce que ça peut nous donner comme... À ce moment-là, on peut le juger aussi. On peut commencer à juger. On ne va pas attendre jusqu'au remplissage. Parce que si on attend, c'est bon, il y aura la famine en Égypte. Et moi, je dis ceci. Parce que même s'ils construisent le barrage vers Tana, là-bas, au Tana. C'est déjà construit. On parle du remplissage. Oui, je sais très bien que le remplissage se fasse par des étapes. Oui.
qu'on fasse ça par des étapes. C'est comme dans le fleuve Congo. Nous avons construit une barrage au fleuve Congo. Mais ça ne travaille pas à 100%. Nous avons 2 ou 3 turbines qui travaillent au moitié parce que si ça travaille à 100%, nous devons distribuer toute cette électricité jusqu'à Turquie. Donc, qu'il les fasse. Moi, je demande tout simplement qu'il y ait une bonne... j'ai dit une manière... Entente. Qu'il y ait une attente, c'est-à-dire des contacts, que ça se fasse, qu'il y ait des bonnes, comment on dit, que ça se fasse d'une bonne manière. Intention. Et pour parler entre les négociations entre l'Égypte et l'Éthiopie, que ça se fasse d'une manière continuelle. Oui. Alors, de toute façon, ce que vous voulez dire, c'est que la seule solution, c'est la voie diplomatique, c'est les négociations, oui. Et surtout que... Pour parler, et que ça se fasse. Et puis, si nous devons, et puis le fonctionnement, parce que le barrage doit fonctionner. On doit faire fonctionner le barrage par des étapes, pour ne pas nuire les intérêts du peuple qui vivent dans la vallée du Nil. Oui. C'est ce qui est important pour Oui, les peuples frères. Oui. Depuis des millénaires. Des millions d'années. C'est Des depuis millénaires. la création du monde, depuis qu'il a créé le monde, Voilà. ce fleuve a existé, le fleuve Nil a existé. Et les peuples de ces régions ont existé. Les eaux, parce que nous, dans les temps quand j'étais enfant, on croyait que les eaux de la mer, les eaux salées se boivent. L'homme ne boit pas de l'eau salée. Oui. L'homme boit l'eau de la rivière. C'est vrai. Qui Mais c'est n'est vrai, pas en plus. salée. Il boit de l'eau salée, il va mourir. C'est ça que le remplissement se fasse des étapes à l'étape. Moi, ce que je suis là, je suis en train d'envoyer un pressant message aux leaders politiques actuels qui sont regroupés dans les bassins, dans les pays du bassin, les grands lacs et ceux du vallée, donc riverains du Nil, de se concerter pour le bien-être de leur population, comme faisaient leurs grands frères dans les temps. C'est ce qui est très important. Si le barrage de la Renaissance va apporter, va porter atteinte à la vie des peuples qui ont vallée, qui ne comptent sur ce barrage, alors nous devons faire beaucoup d'attention à cela. Bien sûr. C'est ce que moi je demande. Oui, bien sûr. Mais moi, je ne dis pas, nous avons d'autres alternatives. C'est ce qui doit se faire. C'est la meilleure des solutions que moi j'ai proposées. C'est élargir les lacs qui se trouvent au sud. Les cours d'eau. Oui, les cours d'eau. Laisse ça maintenant, même si on parle de ça, on ne connaît pas là où proviendraient comment on dit, les malheurs. Nous avons 1 minute. Oui, que le remplissement se fasse étape par étape. Ouais. Et que l'Éthiopie accepte qu'on envoie des inspecteurs égyptiens et des techniciens pour aller voir ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Pour éviter, nous ne voulons pas de crise politique, parce que si l'Éthiopie et l'Égypte vont se battre, c'est toute l'Afrique qui va périr. Non, on n'est pas... On n'est pas pour. Message et je remercie. Oui, on n'est pas pour la guerre ou bien la bataille. On est pour la négociation et les solutions politiques. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Joseph Kitete. Vous êtes journaliste congolais, spécialiste pour les affaires africaines. Je vous remercie pour ces analyses et ces explications concernant le barrage du Nil, ou bien le barrage de la Renaissance et du Nil. Et son importance pour les Africains. Je vous remercie beaucoup, messieurs les journalistes. J'envoie tout simplement mes compliments aux auditeurs qui nous suivent, aux téléspectateurs qui suivent le Nil TV, c'est surtout dans les bassins du Nil. Cette télévision s'appelle Nil TV, voilà. qui sont là, qui nous envoient ce qu'ils ont comme problème, ce qu'ils ont comme des suggestions, qui nous envoient sans avoir peur, sans hésitation. Ils ont l'adresse à leur portée, qui nous envoie leurs idées pour ce qui concerne l'avenir des chaînes Nil TV. Très bien. Je vous remercie beaucoup, chers téléspectateurs. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Au revoir.